citoyens et des consommateurs qu'on est aux enjeux à la fois environnementaux et sanitaires et sociaux. Alors environnementaux et sanitaires parce que le transport routier, comme vous le savez, c'est quand même une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national. C'est à peu près le tiers des émissions. C'est la moitié des polluants atmosphériques, responsable quand même de près de 50 000 décès par an en France. C'est pas négligeable. Et puis des enjeux sociaux parce que alors c'est un sujet qui est montant, qui était un petit peu mis sous le tapis aussi, ou en tout cas qui était sous les radars, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus prégnant, je dirais. C'est les conditions de livraison et puis la précarisation du métier de livreur. Alors, il y avait une certaine omerta sur le sujet il y a encore quelques années. Cette omerta est quand même en phase d'être en partie levée et on peut s'en réjouir. Alors, le dernier phénomène qui est plus conjoncturel, c'est bien sûr la crise sanitaire, qui nous a fait prendre certainement conscience de nos fragilités, de nos vulnérabilités, et notamment de nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Donc, on peut espérer que le monde qu'on construit aujourd'hui, qui sera un peu le monde d'après, sera un peu plus résilient, avec un peu plus de relocalisation et pour la logistique, bien sûr, de développement de circuits courts. Alors, on ne part pas de rien sur la logistique urbaine parce que, comme vous le savez, il y a un grand nombre d'enseignements, de connaissances, d'outils, de méthodes accumulées au fil des ans, notamment par le programme Marchandises en ville, que certains d'entre vous connaissent, et qui a beaucoup contribué, je pense, à sensibiliser à la fois le politique, mais aussi toute une panoplie d'acteurs publics et privés à ces questions de logistique urbaine et qui a proposé un certain nombre d'outils, de modèles, de méthodes d'évaluation et qui a su aussi capitaliser sur un grand nombre de retours d'expérience. Des publications encore récentes du programme qu'on tient évidemment à votre disposition peuvent éclairer certains d'entre vous si effectivement vous n'en avez pas connaissance. Et ce webinaire d'aujourd'hui donc s'inscrit dans la continuité de toutes ces actions menées au fil des ans et notamment par Daniel, qui est quand même, j'allais dire, la marathonienne au très long cours sur ces questions de logistique et qui a énormément contribué à cette prise de conscience aujourd'hui de l'importance en fait du sujet à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, alors l'événement d'aujourd'hui, c'est évidemment pas le premier du genre. On en a organisé, enfin Centre-Ville en Mouvement notamment, on a organisé plusieurs, notamment lors des assises. Et puis le programme, il y a encore 2 ans, on a organisé aussi des comparables. Il s'inscrit tout à fait dans la continuité de ce qui s'est déjà fait. Et puis ce qu'on vous propose donc aujourd'hui effectivement avec Daniel, c'est de vous tenir un petit peu informé de quelques initiatives récentes d'intérêt en réponse aux défis, aux difficultés que j'évoquais brièvement en préliminaire et qui, j'espère, vont faire des petits, être pérennisés sous une forme ou sous une autre, ou en tout cas desquels on pourra tirer un certain nombre d'enseignements et de retours d'expérience pour mieux penser la logistique urbaine de demain et réduire bien sûr son empreinte environnementale et sanitaire, car évidemment pour nous, pouvoir public et État, c'est quand même un sujet, enfin l'un en tout cas des sujets les plus prégnants aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini pour ces termes introductifs. Je vais céder tout de suite la parole à Daniel pour entrer dans le vif du sujet. Merci. Daniel. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, parce que là, pour le moment, je vois Thibaut. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Impeccable, parfait, Daniel. Bon. Alors, oui, donc, oui, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie qu'on puisse aborder ce sujet qui devient absolument cuisant, parce que vous vous êtes rendu compte quand même tous qu'on avait eu un sacré problème d'approvisionnement des villes pendant cette période de confinement. Et du coup, ça m'avait donné l'idée de faire cet atelier qui sera un tout petit peu particulier. Donc, je vais tout de suite vous expliquer avec mon PowerPoint. Je vais vous le lancer tout de suite. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a fait exprès de répondre aux attentes, en fait. Il se trouve que j'ai été interviewée il n'y a pas très longtemps par un journaliste d'Air Inter
Et la question quand même qu'il posait, c'est celle qu'on va se reposer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les collectivités locales peuvent faire pour accompagner tous ces défis que nous donnent des situations de crise comme aujourd'hui et qui risquent malheureusement de se reproduire souvent et d'être même un peu pérennes dans la mesure où, avec l'explosion du e-commerce, on va avoir du mal à gérer tout ça. Donc, je vais tout de suite vous présenter donc la petite introduction que je vous propose. Alors, on a donc... Bon, est-ce que vous voyez bien là? Pas du tout. Du moins, vous ne partagez pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là pour partager? Alors, la flèche en bas et vous partagez l'écran. Vous avez... Attendez. Vous avez, quand vous montez la souris, vous avez la vidéo. Ah là, oui. Voilà. Et bien là où il y a la flèche, vous cliquez sur la flèche, c'est partage d'écran. Ouvrir un bac de... J'ai pas la flèche. Ah. Non, si, la voilà. Partager l'écran. Est-ce que vous le voyez? Non. Un petit peu de temps pour sa charge. Hein. On va passer directement de chez nous votre présentation, Daniel. Alors, j'en profite en attendant que la présentation arrive. Et bien la voilà. Daniel, on parlera de vous après. Daniel, alors, Daniel reprend le micro, je pense, parce qu'elle a dû appuyer sur... Alors, j'en profite par exemple sur ce qu'a dit Thibaut Prévost tout à l'heure par rapport à la livraison aux élus et tout. Il est vrai que Daniel Patier, là depuis le début, depuis la création de notre association, qui se voulait vraiment très transversale et en se disant le centre-ville, c'est une alchimie. Et on sait tous que la livraison, la congestion de nos centres-villes est due bien souvent à la livraison. Ah, Daniel, vous oui. Voilà. Et... Alors, je peux pas partager mon écran, il n'y a pas de flèche. Oui, mais on a partagé et on va repartager. Voilà. Voilà, Daniel, comme ça, c'est nous. Voilà. Et vous nous à chaque fois qu'on change. Alors, du coup, alors j'ai pas la main, moi, pour avancer. Ouais, ah, si, voilà. Oui. Bon, alors, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que vous avez dû remarquer que pendant cette crise du Covid, c'est tout qui a été transformé dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a transformé les logiques à la fois de consommation, de distribution et de transport. Et on a tous constaté qu'évidemment, on avait une pénurie de produits, même de première nécessité, et des problèmes colossaux d'approvisionnement des villes. Donc, on s'est posé quand même la question. Donc, mais je ne peux pas le faire dérouler, moi, mon truc. Oui. Donc, on a une prise de conscience. On a bien compris, vous avez dû entendre d'ailleurs dans les médias et partout, que la logistique était vraiment au centre du problème que nous avons eu. C'était parce qu'il y avait des problèmes dans la logistique qui empêchaient ce fonctionnement normal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, je le dis depuis très très longtemps, mais on y reviendra beaucoup aujourd'hui, c'est que la logistique urbaine, c'est pas qu'une question d'un colis qu'on déplace d'un endroit à un autre, c'est vraiment aussi une question de politique d'aménagement urbain, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des espaces pour accueillir les camions, il faut qu'on ait des espaces pour massifier les marchandises, des espaces pour faire de la distribution, et que tout ça, c'est rarement tenu en compte dans les politiques locales. Alors, les limites des organisations existantes, c'est vrai que si les organisations étaient plus performantes, c'était en partie lié par ce manque de relais de proximité
pour faire les livraisons du dernier kilomètre, on verra pourquoi, et l'urgence de la prise en compte dans les politiques locales, ça devient quand même quelque chose de monumental. Donc on a un grand chantier, et aujourd'hui, on va juste voir en vitesse les raisons des dysfonctionnements, les défis qui sont à relever, et les choses les actions à mener. Donc c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Donc il va falloir trouver de la place pour tout ça. Donc je vous donne ici un petit exemple pour vous expliquer. Ici, on a le mode de vie des pratiques urbaines telles qu'elles ont lieu en temps normal. Donc on voit que par exemple, les gens mangent à la cantine, ils vont sur les marchés, ils vont dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'en fait, les transports sont centrés sur la livraison des établissements et que du coup, les marchandises arrivent en massifié dans des camions assez gros qui apportent au même endroit des tonnes de produits. Donc, je vous donne l'exemple, par exemple, le petit graphique qui est au milieu, c'est les livraisons, par exemple, pour les cantines. Ça a l'air de rien, mais rien que quand on livre une cantine, on sait qu'on va livrer des filières de produits différents. Donc, chaque organisme que vous voyez là fonctionne à la fois en fonction des activités qu'elle a, mais aussi des différentes filières de produits qu'elle reçoit. Donc, tout ça, quand ça marche, c'est bien, sauf que d'un seul coup, alors il faut tourner là, d'un seul coup, on a un virus qui arrive, il faut avancer, et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Le mode de vie a déjà changé, c'est-à-dire que maintenant, on est passé du travail au bureau au télétravail. On a repris l'habitude, on n'a plus de cantine, on n'a plus rien, donc on va remanger à la maison. Ensuite, on va avoir du coup une demande accrue de produits. Les gens vont se ruer sur les grandes surfaces. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que vous voyez là, avec cette grande surface où il n'y avait plus rien dans les rayons. Les magasins étant fermés, les gens vont se reporter sur le e-commerce, c'est ce que j'ai voulu vous présenter ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu de cette massification qu'on a vue dans le croquis d'avant, on va avoir autant de petits paquets qui vont arriver, de petits repas qui vont arriver à des endroits morcelés dans toute la ville. Donc, ça va multiplier le nombre de véhicules et en particulier les véhicules légers. Et de plus, comme vous avez vu que les personnes aussi ont eu peur aussi de prendre les transports en commun, on a pris les modes individuels et que du coup, on a des encombrements terribles. Donc, la suite. Donc, on constate que pour les commerces, malheureusement, donc il y en a beaucoup qui se sont trouvés en détresse. Il y a eu même, je pense que dans toutes les villes que vous connaissez, il y a déjà eu des faillites, il y a pas mal de magasins qui ont fermé. Donc, cette explosion du e-commerce, il va falloir aussi que les commerces de proximité, puisque c'est ceux qui nous intéressent et qui dynamisent la ville, il faut absolument qu'ils aient un processus d'adaptation qui fasse qu'ils puissent avoir à la fois leur commerce traditionnel, qu'il faut mettre en valeur, et des complémentarités pour se mettre sur le net. Donc, on verra après comment on peut s'y prendre. Pour le citoyen, alors là, c'est extraordinaire parce que les modifications du mode de vie a été incroyable puisque tout le monde d'un seul coup se rue sur la nature. On a besoin de nature parce qu'ils se sont rendus compte qu'étant confinés pendant si longtemps, il leur manquait l'essentiel, c'est-à-dire un peu la convivialité, la nature, etc. Et on avait vu déjà dans le baromètre quand vous avez présenté, vous savez, sur qu'est-ce que les Français aiment comme ville, on a vu qu'il y avait eu un report énorme de personnes, de ménages, qui se sont déjà maintenant implantés dans des villes plus petites, des villes moyennes, etc. Et que tous ces gens-là, ayant été privés de l'essentiel, ils se rendent compte de l'intérêt de la bonne nourriture, des produits de proximité, et ils ont besoin de nouveaux services et de convivialité. Sur la mobilité, donc évidemment, il y a eu ce gros report sur le transport individuel, et une difficile cohabitation des modes. Et il faut savoir quand même qu'on a eu en quelques années 30% de plus de cyclistes et qu'il y a eu quand même pendant la même période plus 27% de tués sur les voies.
Donc là, on a toute une réflexion à refaire sur l'aménagement, évidemment, des voies cyclistes et tous ces substituts à la voiture qu'on va développer dans les villes. Alors, pour les mobilités des marchandises, comme je vous le disais, donc au lieu d'avoir des énormes cartons qui vont arriver ou des palettes qui vont arriver, ce sont des petits colis qui vont être distribués partout avec des petits véhicules. Et on a là, ça devient grave parce qu'on a ce qu'on appelle une ubérisation de la profession des livreurs qui non seulement ont un manque d'insécurité, mais surtout que vous avez dû voir quand même dans les médias, qu'on va vers une dérive de l'usage de ces livreurs à vélo qui n'ont pas de contrat de travail. Donc, on a aussi ce volet un peu social auquel il faut faire très attention. Alors, on a aussi un manque de modes alternatifs parce que, par exemple, si on arrivait à massifier certains produits sur la voie fluviale ou sur le fer, on n'aurait pas autant de difficultés. On verra d'ailleurs aujourd'hui que le fleuve, par exemple, est actuellement très en vogue dans la plupart des villes qui ont des fleuves, qui essayent justement de faire du transport fluvial. Et vous aurez l'occasion, du coup, de voir l'expérimentation qui a été faite à Strasbourg depuis peu, tout à l'heure. Et dans ces modes alternatifs, il y a aussi le mode de transformation du véhicule et que pour avis, il faut vraiment développer maintenant les réseaux de distribution d'énergie, sinon on ne pourra pas empêcher de continuer à avoir du diesel si on n'a pas les modes d'approvisionnement pour l'électricité, l'hydrogène et tout ça. D'ailleurs, il y a les premières plateformes qui ont été créées, par exemple à Lyon, où vous avez dans la même station à la fois de l'hydrogène, de l'électricité, de l'essence, etc. Donc là, il va falloir y penser. Et sur l'aménagement, alors on sait qu'on a des friches utilisables. Et donc, il faut utiliser ces friches utilisables parce que les lieux de stockage, ça je m'évertue à le dire depuis longtemps, ont disparu des centres-villes. Donc, on a poussé la logistique à 20-50 km au-delà des villes et que du coup, il faut absolument retrouver des lieux de stockage. Les magasins n'ont plus de stockage, il va falloir réinventer les espaces de stockage. Et que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est la même chose, et avec ces conflits d'usage de la voirie. Donc maintenant, on va en arriver aux actions. Donc les actions, c'est la suite. Donc dans les urgences, donc ce qu'on propose actuellement, et ce sur quoi on va parler un petit peu aujourd'hui, pour le commerce, évidemment, il y a un accompagnement qui a déjà commencé. Il y a des formations qui se font pour les commerçants de mettre leurs produits sur le net pour éviter justement cette rupture d'approvisionnement de leurs clients. Et je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas uniquement le fait de mettre les produits en valeur du commerce qui existe qui fera que ça marchera. Il faut aussi que si on se met sur le net, on soit capable, en cas de crise, comme c'est le cas actuellement, de pouvoir gérer la logistique. Donc, dans les formations, il faut absolument qu'il y ait à la fois la notion de mise en valeur des produits, de faire de la publicité pour que les gens viennent à l'établissement, mais que le jour où il y a une incapacité, on puisse se reporter sur les mêmes produits avec un click and collect ou des endroits où on pourra développer, par exemple, des plateformes de stockage quelque part où vous pourrez aller chercher vos produits. Alors, sur le citoyen, alors là, c'est compliqué parce que tout le monde maintenant est sur le Wi-Fi, mais pour toutes ces personnes, par exemple, qui vont arriver de la ville, dans les petites villes ou les villes moyennes, il va falloir bien faire attention que ce qui avait été très sollicité, et c'était apparu dans le baromètre des besoins des citadins, c'était bien de dire qu'il fallait que la ville soit vraiment numérique et que vraiment il n'y a pas de problème de connexion. Et il y a une forte demande, évidemment, de boîtes aux lettres électroniques, c'est-à-dire que c'est enfin des boîtes aux lettres dans lesquelles les colis peuvent être déposés à n'importe quel moment en l'absence des habitants, puisque quand on va vous livrer à domicile, au lieu d'avoir une boîte aux lettres, on aura des boîtes aux lettres partagées électroniques et sécurisées, mais il faut également qu'il y ait un maillage de l'espace, le maillage de la ville en espace logistique de proximité. Et la dernière pour le citoyen, ce qu'il attend maintenant, on l'a bien compris, il voulait des produits plus sains, il voulait des produits bio, il veut des producteurs locaux. Et là, il va falloir favoriser donc ces rapprochements de la production et de la consommation.
Donc aujourd'hui, on aura justement l'exemple d'une petite ville de la Marne là, qui a créé, grâce à la volonté du maire, un système tout à fait performant qui risque d'être pérennisé, on l'espère bien. Et en termes d'aménagement, alors là, il faut carrément reconfigurer les espaces de stockage parce qu'il faut que tout soit mutualisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que chacun ait son stockage, mais on va créer des endroits coopératifs, mutualisés, et on va pouvoir utiliser des bâtiments publics tels que des parkings ou des choses comme ça pour avoir des endroits où on peut stocker. Et une des raisons, une des façons aussi de résoudre le problème, c'est de mettre dans les documents d'urbanisme un ratio de mètres carrés de stockage obligatoire dès que la surface et le type d'activité du commerce ou de l'artisanat ou de n'importe quelle boutique impliquée en ville, qui attire énormément de clients et donc qui fait beaucoup de ventes, aurait des surfaces de stockage obligatoires par rapport à l'activité qu'il provoque. Sinon, on a des embouteillages de camions qui sont devant, etc. Alors, quand je vous disais tout à l'heure de recenser les friches, on a bien vu que dans beaucoup de villes, certains ont trouvé des friches, il y a toujours des friches industrielles, des friches commerciales qui sont parties, et là, en profiter pour faire des espèces de box, d'espaces mutualisés, de conciergerie, de services, etc. Et sur la mobilité, donc il faut repenser les itinéraires qu'on peut suivre, parce que ce n'est pas le tout de faire des pistes cyclables. On voit que la plupart du temps, elles sont quand même très, très compliquées à utiliser. Il y a des études qui ont été faites récemment et on pourra un de ces jours vous présenter les résultats des études pour expliquer comment on peut réorganiser un véritable circuit sécurisé en tenant compte de toutes les contraintes que les uns et les autres ont dans la ville. Alors, il faut faire aussi les parkings pour avoir de nouvelles fonctions. Alors, il y en a beaucoup qui en ont déjà développé. D'ailleurs, Lyon Parc Auto, aujourd'hui, intervient. Alors, à ce propos, je voulais vous dire que Lyon Parc Auto devait participer au dernier atelier sur le stationnement, n'avait pas pu être présente. Mais comme elle voulait présenter une application qui augmente considérablement les parkings et que ça va libérer donc des places sur la voirie, elle vous présentera son concept tout à fait à la fin puisqu'elle n'était pas libre ce matin, donc elle vient juste à la fin pour vous expliquer comment ça marche et vous verrez que là on a des grands gisements justement sur ces parkings qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Donc ensuite on va arriver donc Donc là, j'ai fini. Donc, ce que je voudrais, c'est bien vous expliquer que chacune on va avoir successivement donc Strasbourg qui va nous présenter donc la voie d'eau. On aura Nancy qui a mis en place donc un service de vélo dans la période de crise, mais qui espère bien pérenniser l'affaire parce que vous verrez que c'est tout à fait original et très vertueux, disons. On aura donc Urbi, qui est un système de la Poste que vous aviez déjà et qu'on avait déjà évoqué lors des assises de Pau. Mais ici, on a choisi de présenter un exemple tout à fait particulier, qui est celui de Grenoble, qui a, par rapport aux autres, une panoplie de services dédiés aux commerçants, aux artisans de la ville et aux activités qui y sont inscrites. Et enfin, LPA. Donc, je laisse la parole donc à Strasbourg.